Eh ben, c'est à moi que revient ce matin le plaisir avec tous mes camarades du collectif Les Pieds dans le Plat de vous accueillir. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Marine Jaubert, je suis la coordinatrice du collectif Les Pieds dans le Plat. Et merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Cette envie de vous proposer ce temps d'échange et de partage, il est venu suite notamment à la diffusion de l'envoyé spécial des cantoches pas moches, parce qu'en fait, on a reçu énormément de témoignages de parents qui étaient, on peut dire, ulcérés par ce que leurs enfants mangeaient à la cantine. Une maman nous a écrit que sa fille lui avait dit le matin même, s'il nous avait donné le plastique, ça aurait été meilleur. Donc, ça nous a paru. On savait qu'il se passait des choses dans les cantines, mais on a vu qu'il y avait une envie des parents de peut-être changer la donne. Et on s'est dit que bah, nous, on avait entre nos mains, dans nos têtes, dans les années passant, énormément de connaissances et de savoir-faire à partager avec vous. Je vais vous dire en quelques mots qui nous sommes. On est donc une association qui s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est née suite au premier Grenelle de l'environnement avec des cuisiniers, des cuisinières, des diététiciens, diététiciennes qui étaient passionnés et assez non conformistes et qui avaient quelques valeurs chevillées au corps et qui sont intimement convaincus que l'acte de nourrir, c'est un acte qui est exigeant, qui engage toute la société, parce qu'il est question de plein de sujets comme la qualité des aliments, la santé des mangeurs, des écosystèmes, la santé économique et la vie des paysans qui cultivent ces aliments, les conditions de travail aussi, et puis la question du vivre ensemble. Et si vous êtes là, chacun, chacune, c'est que probablement un ou plusieurs de ces thèmes résonnent en vous. Et c'est ça qu'on va essayer, à travers ce qu'on va vous expliquer, de partager avec vous ces valeurs-là avec vous. Voilà. Parce que bien nourrir nos enfants et aussi nos aînés, c'est un vrai sujet. C'est une obsession, en fait, quand on donne la vie, on veut leur donner le meilleur. Et puis, bah, quand l'enfant part à la crèche ou à l'école, et ben, il y a quelque chose qui nous échappe. Et alors, donc ce matin, on est réunis, on va être 9 du collectif. Il y aura Isabelle, Serge, Jean-Marc, Jean-Jacques, Céline, Jennifer et Joey. Et on va essayer de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez regarder les cantines de votre enfant avec, je dirais, lucidité, en connaissance de cause, et essayer de vous donner des clés pour agir à votre tour pour changer ce qui doit l'être. Voilà, on en parlera à la fin. Là, je vais laisser la parole à Céline, qui va vous présenter donc le déroulé de ce temps que nous allons passer ensemble et qui se clôturera par une prise de parole d'Olivier Rollinger. Olivier, c'est notre parrain depuis 3 ans. Il a été chef triplement étoilé à Cancale. Il a rendu ses étoiles. Il vous expliquera peut-être pourquoi. Et il a coutume de dire une phrase qui nous marque, c'est qu'il existe deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Et bah, nous espérons que vous aimerez ce que nous avons mitonné pour vous aujourd'hui. Voilà, Céline, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc on a prévu 4 temps dans cette matinée. On va commencer par faire connaissance, mais je vais vous donner plutôt d'abord des éléments sur le programme. Un petit temps pour vous dire de quoi on parle quand on parle de restauration collective. C'est quoi l'organisation, qui gère, qui est responsable. Euh, Ensuite, un deuxième temps qui sera celui de qu'est-ce que ça veut dire bien manger à la cantine. Euh, un troisième temps sur un sujet qui nous turlupine tous, c'est est-ce que ça coûte plus cher de bien manger à la cantine? Et puis un quatrième temps, puisque vous êtes là en tant que parent motivé, pour vous raconter comment peut se faire une mobilisation citoyenne qui réussit dans une ville. On va vous proposer de regarder une petite vidéo qui a été tournée par le magazine Brut, qui fait des petites pastilles de 3-4 minutes, assez efficace. Et celui-là, il a été tourné à Romainville. C'est une école dont la cuisine a été inaugurée en mai dernier. Elle a été accompagnée dans sa transformation par la SCIC Nourrir l'avenir, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif qui a été créée en 2021. On vous en parle parce que en fait, on peut appeler ça le bras opérationnel du collectif Les Pieds dans le Plat.
qui est donc une association et qui rassemble les cuisiniers, cuisinières, diètes du CPP pour, à la demande des collectivités le plus souvent, venir aider les équipes en cuisine et toutes les personnes autour de l'écosystème de la cuisine à faire cette transformation vers le 100% fait maison, 100% bio, qui est pour nous l'horizon de ce que devraient être les cantines. Alors, pour en revenir à Romainville, c'est une école publique qui était auparavant approvisionnée par une cuisine qui produisait 42 000 repas sur 2 sites. Les plats arrivaient en barquettes froides. Par jour, hein, par jour. Oui, par jour, bien sûr. Oui, par jour, c'est voilà. Et en fait, pour nous, tout est dit dans ce reportage sur les ambitions légitimes que nous pouvons avoir pour nos cantines. Je vous laisse découvrir si pour toi, Céline, c'est bon. Voilà, il y a de la joie, il y a du lien, il y a du goût, il y a de la couleur, il y a du local, du bio, de la volonté politique. Enfin, tout est là. Et donc, on s'est dit que pour nous, c'était encore mieux qu'un PowerPoint. Et puis que c'était un outil que vous pourrez utiliser à l'avenir si vous voulez aussi montrer que, eh ben oui, c'est possible. D'ailleurs, ça se fait dans d'autres endroits, comme à Romainville. Ok, c'est parti. Est-ce que vous voyez le début du documentaire là, sur le partage d'écran? Ouais, merci Émilie. On fait plein de choses, plein de recettes. Et en plus, on voulait faire bio. Bio et bon bio. C'est le plus bon cuisinier du monde. Je suis le plus bon cuisinier du monde. Demain, nous tapis l'étoile. Ah oui, ça fait très plaisir. On a la chair de poule. On les entend tous les jours. Bonjour, je suis Samuel Mouka, chef de cuisine de la seule école 100% bio, 100% fait maison et 100% local de l'Île-de-France. Bon, là c'est la livraison fruits et légumes. Et donc tout ça c'est produit où? Tout ça c'est produit en Île-de-France. Là il y a des haricots verts, c'est pas des haricots verts en boîte, c'est juste des haricots verts. On a moins d'absentéisme au niveau des employés parce qu'ils prennent plus leur plaisir à cuisiner pour les enfants. On reçoit les légumes et les fruits, c'est nous qu'on les prépare. Et c'est à nous de cuisiner. Et alors, est-ce que c'est mieux? 10 fois, 100 fois meilleur. Le goût, l'odeur. Vous voyez l'odeur de melon? Oui. Avant, on reçoit des barquettes, la nourriture dans les barquettes. On prend les températures. Après, on fait juste chauffer. On ne sait pas les ingrédients, le goût. Là, on fait de la vraie cuisine. J'ai une très bonne équipe. Sans l'équipe, je suis rien. Il manque un peu de sel. Un peu de sel? Ouais. On prépare un sauté d'agneau aux légumes. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir travailler dans cette cantine? Les enfants et le projet bio, cet amour de cuisiner, de toucher le produit, de couper, de tailler. J'ai fait des EHPAD dans l'hôtellerie et des restos gastronomiques. C'est étonnant comme parcours de chef de passer du restaurant gastronomique à une cantine. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, à la base, surtout pour les enfants, je préfère avoir des critiques des enfants que les adultes. C'est trop bon, c'est des concombres. C'est délicieux, c'est fait maison et c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant? Pourquoi Oui, c'est mieux qu'avant? parce qu'avant c'était si resto et c'était pas bio ou tout ça. Il y a 10 ans, en fait, j'ai cofondé un collectif de parents, ça s'appelle Pas d'usine en cuisine. Nous étions indignés, en colère par rapport à l'offre alimentaire qui était présente dans les assiettes de nos enfants. Il y a beaucoup moins de protéines de produits animaux et beaucoup de protéines végétales. On a beaucoup de fibres, de vitamines, d'antioxydants. C'est vraiment une nutrition qui est bienveillante par rapport aux enfants. Nous sommes aussi dans une ville où certains enfants, c'est le seul repas de la journée. Donc ce repas, il est vraiment important en termes d'équilibre. La particularité de cette cantine, c'est d'abord le fait maison. C'est la volonté de réintroduire les cuisiniers aux côtés des enfants. La deuxième spécificité, c'est qu'on travaille que des produits bruts, des produits frais. Tous ces produits sont bio à 100% et dans la très grande majorité sont des produits locaux. On voulait quitter le système de cuisine centrale qui posait beaucoup de problèmes de qualité, de plastique et qui créait finalement une distance incroyable entre les paysans et les cuisiniers, entre les cuisiniers et les enfants. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'agriculteurs, de paysans qui travaillent avec nous en faisant bio, local, cuisiner maison. On arrive à faire moins cher qu'une solution centralisée et industrielle. C'est 3 fois moins de gaspillage alimentaire, c'est des quantités adaptées à l'appétit des enfants et finalement c'est la responsabilisation des cuisiniers. Un autographe.
Voilà. C'est un projet sur lequel vous avez toutes les informations sur le site du collectif. Il y a un onglet qui s'appelle Romainville. Dedans, vous avez un dossier de presse qui est très bien fait où ils expliquent les étapes et le projet qu'il y a derrière. Et dedans, bah, on vous les montrera tout à l'heure, mais il y a tous les chiffres qui peuvent vous servir aussi pour comment dire, construire aussi la démarche que vous ferez de votre côté. Euh, voilà, donc tout ça donne assez envie. N'hésitez pas à prendre des notes là pour la suite parce que il va y avoir pas mal d'infos. Mais sachez que le diaporama qui est en train de vous être présenté, où il va y avoir pas mal de slides qui seront pas toutes forcément commentées dans le détail, mais on avait à cœur de vous donner des informations. Bon, ça va vous être envoyé et puis ce sera disponible en téléchargement sur le site du collectif. Voilà. Je laisse la parole, voilà, à Jennifer, à Serge, à Joey, qui vont faire un tour d'horizon du paysage des cuisines de la restauration collective de France. Voilà, à vous les amis. Donc, on va là parler des aspects un petit peu, oui, les chiffres, les aspects juridiques de la restauration collective. Très rapidement pour poser le sujet, la restauration collective, ça représente ça, 4 milliards de repas par an, 80 000 restaurants, et avec tout ce que ça implique en termes, vous vous en doutez, économiques, avec ces 4 milliards de restaurants. La restauration collective, ça on entend par là bien sûr la restauration collective qu'on va trouver dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, en fait tous les repas qui ne sont pas pris à domicile. Précisément sur la restauration collective qui nous anime ce matin, on va s'intéresser dans un premier temps à pouvoir déterminer les compétences des uns et des autres. Vous allez le voir, c'est un système qui est bien organisé en France, qui est particulier d'ailleurs à notre pays, mais en tout cas qui peut avoir des subtilités qui vous, en tant que parent, en tant que néophyte, peut être un peu au début déconcertant. Donc il faut bien savoir à qui on s'adresse et de quoi on parle. Selon les catégories et les types d'établissements que vos enfants ou vos proches fréquentent, on va avoir des responsabilités de types différents. Donc, comme vous le voyez là sur le tableau, qui j'espère est relativement clair, peut-être que ce matin, on parle aux parents, donc on va s'intéresser en particulier à la restauration scolaire, le haut du tableau. Vous voyez déjà que selon l'âge qu'ont vos enfants, que ce soit donc des enfants de la crèche jusqu'à l'élémentaire, collège, lycée, université, les responsabilités, on appelle ça donc qui a la compétence, sont différentes. Jusqu'au CM2, ça va être en grande majorité donc les mairies, les intercommunalités, donc les communautés de communes. Vous me coupez si c'est pas clair. À partir du collège, dans la grande majorité également, c'est la compétence du conseil départemental. Donc les cantines sont administrées à partir des conseils départementaux. Pour les lycées, les conseils régionaux. Et pour l'État, à partir de l'université, via le Crous. Ce sont, je pense, des organismes dont vous avez déjà entendu parler. Pour la restauration scolaire des établissements privés, des établissements scolaires privés, que ce soit école, collège, lycée, ils sont gérés, eux, par contre, par les OGEC, donc les organismes de l'enseignement catholique. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, cette partie est aussi du webinaire et pour vous l'occasion de pouvoir vous positionner et d'avoir déjà, au moment où vous vous demandez à qui dois-je m'adresser, avoir ces spécificités à l'esprit pour pouvoir savoir qui sont vos interlocuteurs. De la même façon qu'on va avoir un grand nombre d'interlocuteurs, on va avoir aussi un grand nombre d'organisations et on va le voir ensuite. Petite précision, on entend souvent parler, il peut y arriver qu'il y ait des exclusions dans les restaurants scolaires pour différentes raisons. Pour être tout à fait clair, jusqu'à l'école primaire, jusqu'à la fin de l'école primaire, les mairies qui proposent le service de restauration scolaire le font de façon volontaire. Le service est facultatif, rien n'oblige une collectivité à proposer un service de cantine dans une école jusqu'au CM2. Voilà. Le fait est que personne, on a une écrasante majorité évidemment de villes, de mairies qui proposent ce service, mais le service est facultatif et on voulait le poser là parce que c'est des raisons qui des fois sont opposées à certaines revendications parentales. Par contre, à partir du collège, ce service est obligatoire.
Quand bien même le service est facultatif, et on le répète, ça a vraiment une importance, on a quand même de base un principe de non-discrimination. C'est-à-dire que chaque enfant doit avoir accès au service public quand il existe, de la même façon, quelle que soit la situation de ses parents. Voilà, je pense que c'est clair. On a encore eu des exemples récents où certaines collectivités voilà, choisissent d'une certaine façon d'accueillir certains enfants selon la situation, notamment face à l'emploi des parents. Euh, on a quand même ce principe-là de non-discrimination. Là, les interlocuteurs, on vous les a détaillés. Là, je vais pas rentrer dans le détail de cette slide, on est d'accord. Mais vous les avez là, comme vous le disait Marine, vous pourrez vous y référer plus tard et le regarder plus dans le détail. Pour ce qui est des modes de fonctionnement, donc on a bien en tête voilà, nos catégories par établissement. Chaque cantine a un mode de fonctionnement spécifique. Et ça aussi, vous en avez sûrement entendu parler. On distingue trois grands modes de fonctionnement. Donc, les cuisines, le fonctionnement le plus simple, c'est-à-dire des cuisines qu'on appellera autonomes, sur place, c'est-à-dire que les repas sont cuisinés là et servis au même endroit. Voilà, tout simplement, un peu comme à la maison, comme à Romainville. Les cuisines centrales, dont on entend aussi beaucoup parler, qui sont des unités de production décentralisées, qui ne sont pas sur le lieu qui ne sont pas toujours sur le lieu de dégustation, des repas. Donc, ils fabriquent les denrées, ils transforment les denrées dans une grande cuisine et qui sont ensuite livrées dans un ou plusieurs, en général plusieurs évidemment, établissements. Et cet établissement, ce nouveau restaurant est dit donc satellite, cuisine satellite, office de restauration, qui vont être donc les petites cuisines qui sont dans les écoles, qui reçoivent ces plats destinés donc à être en général réchauffés dans la majorité des cas et servis sur place. Dans ce cas de figure, vous en doutez, ces offices de restauration, ces satellites, sont équipés à minima et ils permettent peu de réaliser des préparations culinaires. On peut le faire, mais en général, ils ne sont pas évidemment aussi bien équipés qu'une cuisine autonome qui disposera de tout le matériel nécessaire pour fabriquer le repas de A à Z. Sur maintenant les modes de gestion. Ça va être encore une troisième couche, on va dire, pour la compréhension globale du service de restauration scolaire de vos enfants. On va distinguer deux modes de gestion. La gestion qu'on va appeler directe, en jargon administratif, on appellera ça une régie municipale. Vous avez peut-être entendu déjà aussi ce mot, la régie. Ça veut dire que le service de restauration est géré directement par la collectivité ou par un établissement, qu'il soit scolaire ou hospitalier. Euh, on parle là, on va être dans un mode de gestion, donc on est dans un service public. Voilà. La restauration scolaire, par exemple, est un service public, et là le reste. Donc on va s'occuper de tout, c'est-à-dire la restauration, évidemment, la production des repas, mais aussi les ressources humaines, donc le recrutement, la gestion des ressources humaines, des équipes, les achats de denrées, tout de A à Z est pris en charge par la collectivité. C'est encore en France le mode de gestion majoritaire dans le scolaire. C'est pas le cas dans les autres catégories d'établissements. 60% donc environ des écoles sont encore en gestion directe au régime municipal. Pour l'autre mode de gestion, vous vous en doutez, donc est une gestion qu'on appellera concédée. Cette gestion déléguée, vous entendrez aussi peut-être parler de DSP, délégation de service public. Je m'attache à ces mots parce que voilà, on le prononcera souvent, je pense, ou dans les collectivités, on le prononce très souvent DSP, la DSP, la DSP, la délégation de service public. Donc, ça signifie que l'équipe de la collectivité décide de confier le service de restauration à un prestataire extérieur, donc une société de restauration privée, on en connaît tous plein, qui assure donc la restauration, qui assure aussi évidemment, qui intervient, qui fait intervenir ses propres équipes et qui gère l'approvisionnement. Ce prestataire peut être public, ça existe dans certains cas, ou privé. Je pense que dans la majorité des cas, il s'agit de prestataires privés, mais il faut garder à l'esprit que c'est pas obligatoire. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que voilà, votre situation est propre à chacun. Il n'y a pas une situation unique. Donc, pour déjà à la base déterminer ce qui est important, les bonnes questions à se poser, on va y venir ensuite.
pour pouvoir voilà, avoir une compréhension globale de l'établissement que fréquente votre enfant, ben, il va falloir prendre un petit peu dans ces trois cases, vous voyez, qui a la compétence, quel type de cuisine, quel type de gestion. Voilà. Et là, faire votre petit marché, ça tombe bien, on est samedi matin, pour déjà avoir cette image de démarrage, savoir où vous vous situez. Parce que selon la situation dans laquelle vous êtes, vos modes d'action, etc., ne seront pas forcément les mêmes. Je vais revenir sur certains points qui ont été abordés par Jennifer. Sur le principe de non-discrimination, c'est très important parce que vous pouvez, en tant que parent, être confronté à ces situations pour vous-même ou pour d'autres personnes. C'est très important de savoir que ce principe de non-discrimination, il est inscrit dans la loi. C'est la loi du 27 janvier 2017 et on s'appuie sur des articles officiels qui sont dans le Code de l'éducation, c'est-à-dire le code qui régit tout ce qui est l'éducation en France. Donc, ce ne sont pas des déclarations de principe, ce sont des déclarations inscrites dans la loi. Sachez-le, vous pouvez vous trouver les ressources sur le site de Légifrance, Code de l'éducation. Vous tapez cantine scolaire et vous aurez les armes juridiques nécessaires quand vous abordez des collectivités ou des interlocuteurs qui vous renvoient à des on-dit. Voilà, là au moins vous pouvez vous appuyer sur les textes. Ensuite, le deuxième point, la diapo suivante s'il te plaît, merci. Alors, sur cette diapo, vous avez, on va dire, trois blocs. Le bloc à droite qui est violet, ensuite les pastilles jaunes en bas, et puis le reste, là, ce qui est bleu, orange et vert. Donc, c'est l'organigramme d'un établissement scolaire du second degré, c'est-à-dire collège ou lycée. Alors, l'idée là-dedans, c'est que en tant que parent d'élève, vous avez différentes entrées pour aborder un établissement. L'entrée la plus simple, ça va être de passer par ce qui existe en tant que réunion institutionnelle et en tant que droit, c'est ce qui est à droite en violet. Conseil d'administration. Donc ça, vous avez des parents d'élèves qui sont élus au conseil d'administration. Et le plus simple pour aborder la restauration scolaire, c'est là. Ensuite, vous avez comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans chaque établissement de second degré, il y a un comité comme ça. Ça concerne les élèves, des enseignants, etc. Mais vous, en tant que parent d'élève, vous pouvez demander quels sont les thèmes qui sont travaillés là-dedans. La santé liée à l'alimentation, la diététique, etc. Voilà, et la citoyenneté, le traitement des déchets, tout ça. Vous pouvez demander quels sont les thèmes et vos enfants peuvent éventuellement s'impliquer à travers cette instance. De la même façon, conseil de vie collégienne ou lycéenne, vos enfants peuvent s'impliquer à travers cette instance et interpeller l'établissement sur les différentes dimensions concernant l'alimentation, la découverte des producteurs, le gaspillage, etc. Les éco-délégués en dessous, ben, bien évidemment, on est toujours sur cette thématique. Il peut aussi y avoir des élèves ambassadeurs santé, ça existe. Et sinon, les délégués de classe sont habilités, évidemment, à discuter la restauration scolaire et à demander à ce que certaines choses soient faites autour, à poser des questions, voilà. Merci beaucoup, Serge, parce que oui. là, faut faire très vite, oui. Ouais. Ok. Association de parents d'élèves en dessous, ok. Et donc, ce que je voulais vous montrer dans la diapo sur toute la partie gauche, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement sont susceptibles d'être des relais pour vous. Aussi bien l'assistante sociale que l'infirmière à l'établissement, que la secrétaire, etc. Évidemment, chef d'établissement et gestionnaire, évidemment les gens qui travaillent en cuisine, mais pas seulement. Vous pouvez avoir n'importe qui est susceptible de s'intéresser à ces questions et de devenir un allié, un partenaire pour mieux les travailler dans un établissement scolaire. Voilà. Merci Serge. Joey, à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors moi je vais vous parler un peu d'histoire politique, de la privatisation et de la centralisation des cantines en France. Il faut savoir que au départ, toutes les cantines étaient en gestion directe, c'est-à-dire gérées directement par la collectivité ou par l'hôpital ou par l'armée ou par les entreprises. Et que petit à petit, ça a changé, donc c'est devenu de la gestion déléguée, concédée, comme disait Jennifer tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 60% de gestion directe. Donc c'est une moyenne plutôt élevée par rapport aux autres pays européens.
mais il y a quand même 40% qui est passé en gestion concédée. Donc, petite histoire de ça, ça a commencé en 1959. Il y a eu le premier contrat de délégation, donc de la restauration collective, donc qui a été délégué à une entreprise. Et à peu près en même temps, c'était donc les premières sociétés de restauration collective. Je ne vais pas en nommer ici, mais vous en connaissez certaines en France qui sont assez connues, qui sont très très grosses même au niveau international. Et donc, ben, c'est un système qui a été pensé pour ben, en fait, c'est un marché, hein. Il faut bien comprendre que Jennifer disait tout à l'heure, c'est 4 milliards de repas par jour, ou non, par an, pardon. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est le cinquième secteur d'emploi en France. Évidemment, c'est un énorme marché, et comme plein d'autres marchés qui existent, il y a des acteurs privés qui cherchent à le pénétrer. Et donc, comment c'est arrivé? C'est une personne que je vais pas nommer ici, mais c'est un système importé des États-Unis en fait à la base. Donc, c'est un Français qui a fait HEC, donc hautes études culinaires. Alors non, bien sûr, hein, c'est pas ça, c'est plus des autres études commerciales hein, que cette personne a fait. C'est un point commun en France comment s'est développée la restauration collective privée, les sociétés de restauration collective. Je vais pas les nommer, mais les fondateurs ont tous fait HEC, donc les autres études culinaires. Et donc, ils ont inventé un système de rationalisation et de taylorisation de la restauration. Donc, c'est inspiré du modèle des fast-food indirectement aux États-Unis. Ça faisait fureur à l'époque, les McDo et compagnie. Et donc, ils ont importé ce modèle-là d'industrialisation, en fait, appliqué à la restauration collective. Et donc, petit à petit, ils ont pénétré le marché de la restauration collective. Donc, d'abord les entreprises, ensuite les hôpitaux, un petit peu l'armée, et puis le scolaire. Finalement, ça a pas mal résisté, hein. En France, même les fast-food, les Français ont pas mal résisté aux fast-food. Ça n'a pas marché du premier coup, mais petit à petit, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on est quand même le premier pays en Europe à avoir des McDo en France. Et donc, c'est pareil pour la restauration collective. Donc, c'est juste pour comprendre que c'est le même système, en fait, qui est derrière ça. C'est un système de taylorisation, d'industrialisation et de rationalisation, entre guillemets. Et donc, en fait, la privatisation, elle vient juste avant la centralisation, la démarche de centralisation. C'est-à-dire que les sociétés de restauration collective, à un moment, pour pénétrer le marché, ils ont eu besoin de trouver des nouvelles solutions. Parce que ça, par exemple, le scolaire, ça se pénétrait pas bien, il y avait une réticence, etc. Et donc, ils ont inventé un système de cuisine centrale où, du coup, on industrialise la production, on la rend plus efficace, on la rend plus optimisée, on va dire. Je mets des guillemets, hein, parce que, bien sûr, c'est une logique purement gestionnaire. Enfin, c'est des personnes qui réfléchissent en termes de chiffres et de rentabilité, de profit. Et c'est bien sûr pas des cuisiniers qui pensent à ces choses-là. Et donc voilà, c'est pour vous dire que la privatisation et la centralisation, c'est tous les deux issus d'une logique industrielle, de rationalisation qui est issue de notre système économique, hein. Nous, on n'est pas dans le discours de dire les méchants, c'est les industriels, il faut mettre à bas les industriels. C'est plutôt le système qui permet à ces industriels de prendre autant de place aujourd'hui dans notre secteur de la restauration. Donc voilà, nous, on pense que les cantines doivent rester un bien commun, donc géré en gestion directe le plus possible, en service public, parce que ben, le but de nourrir des enfants, ça ne peut pas être racolé à un but de profit, qui est quand même le but des entreprises normales aujourd'hui. C'est pas parce que c'est public que c'est bien, c'est pas parce que c'est privé que c'est mal, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais par exemple, on pense que ça devrait être quand même un service public, ça doit rester un service public, et dans le cas où on ne peut pas faire de service public, où c'est compliqué, on pense que la restauration collective privée doit au moins être gérée par des structures de l'ESS, c'est-à-dire des entreprises sociales et coopératives dont le but premier inscrit dans les statuts n'est pas de faire du profit. Voilà, j'ai fini. Il faut que je le fasse assez vite, mais on pourra en reparler dans d'autres webinaires peut-être. Alors, juste une question pour conclure, Joey, s'il te plaît. Damien nous demande si on a une idée du pourcentage de cuisine autonome en régie directe dans le paysage de la Restauco. Moi, il me semblait que c'était 60% en gestion directe et 40% en concédé. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est une moyenne plutôt élevée par rapport aux autres pays européens, mais voilà, il faut se battre pour pas que ça devienne plus quand même, quoi. On va doucement aller vers la deuxième partie de notre intervention. Donc, vous avez sûrement vu, parmi les valeurs qui guident nos actions, il y a un attachement profond à quelques principes. On a beaucoup parlé du bio,
coup, pour nous, c'est une alimentation 100% bio, donc sans pesticides, cuisinée entièrement. C'est pour nous le 100% fait maison avec des produits du territoire, c'est le local, et choisi en fonction de la saison. Et pour vous parler de tout ça, c'est Isabelle Bretonnier et Jean-Jacques Guerrier qui vont vous expliquer pourquoi c'est important, études scientifiques à l'appui. À vous, les amis. Et peut-être juste, pardon Marine, Oui. en 4 secondes, à la fin de chaque séquence, et on vous enverra ce document par mail après le webinaire, on vous a mis une liste de questions pour faire un peu le diagnostic de la cantine qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc typiquement sur cette première séquence, c'était identifier qui est l'autorité compétente pour votre cantine, où sont cuisinés les repas, etc. Voilà, la petite liste de questions, vous la retrouverez après chaque séquence. Tac. Et à vous, Isa et Jean-Jacques. Bonjour à tous, je suis Isabelle Bretonnier, je suis diététicienne nutritionniste basée alors à Romainville et je suis formatrice pour la SCIC Nourrir l'Avenir et je suis également la présidente de la SCIC Nourrir l'Avenir. Alors du coup, on y va. Pourquoi il faut manger maison, bio, local, de saison dans nos cantines? Vas-y, Céline. Voilà. En gros, la restauration collective, on vous l'a dit, c'est 10 millions de repas par jour et 4 millions de repas par an. Donc, c'est un levier extraordinaire pour agir sur tous ces enjeux que vous voyez là, les petites bulles bleues. La santé. Alors, la santé des convives, en fait, malheureusement, la restauration collective va refléter, va exprimer, illustrer vraiment ce qu'est maintenant l'alimentation moderne. Et dans cette alimentation moderne, on se trouve vraiment en excès de sucre, de sel, de mauvais gras, de protéines animales, AUT, donc c'est aliments ultra transformés. Merci Anthony d'être parmi nous ce matin, Anthony Fardet. Trop d'additifs, trop de résidus de pesticides, trop d'engrais qui sont utilisés en agriculture conventionnelle qui vont du coup enrichir notre environnement en azote et nos aliments en nitrate, et trop d'antibiotiques puisque la filière en fait de l'élevage intensif est le premier secteur qui va utiliser des antibiotiques, et du coup on va avoir un gros problème de santé publique qui va vraiment être à prendre en considération de façon de plus en plus importante, c'est l'antibiorésistance. Et du coup, comme nos assiettes sont pleines de toutes ces substances délétères, on va se retrouver en carence de fibres, en carence d'oméga 3, en carence de protéines végétales, de minéraux, de vitamines et d'antioxydants. Donc on s'aperçoit que cette restauration collective, si elle est vectrice de ce type d'alimentation, elle ne va pas éduquer nos mangeurs. Donc on constate qu'on a un fort besoin d'éducation alimentaire et à la consommation responsable, et le lieu de la cantine peut évidemment faire de l'éducation à l'alimentation, en nutrition, mais aussi éduquer nos enfants pour consommer responsable demain, nos petits citoyens de demain. Et puis, ça va aussi malheureusement favoriser cette uniformisation du goût avec une attirance pour tous les mauvais aliments. Donc les enjeux de société, voilà, on va valoriser les métiers en remettant vraiment de la cuisine et du bon sens dans nos cantines. Donc les métiers de cuisinier, mais aussi les métiers de diététicien. Et puis, si vous êtes avec nous, c'est aussi parce qu'on a une forte demande sociétale. Vous, les parents, vous, les enfants des personnes en EHPAD, eh bien, vous avez une forte volonté de changement. Vous êtes animés par différentes affinités. Ça peut être aussi la souffrance animale qui vous mobilise. Ça peut être, voilà, plein de choses. Le secteur économique, donc vous voyez bien que si on a 10 millions de repas par jour et quand on sait qu'on a 40% de gaspillage à l'échelle nationale dans la restauration collective, vous comprenez bien que ça n'est pas un modèle qui est tenable. Et ça n'est pas sans compter donc les coûts, les externalités de la santé, de la pollution. Et puis, bien sûr, cette restauration collective, si on donne des produits locaux dans cette restoco, eh bien, on va protéger nos petits producteurs locaux. Et puis, voilà, il y a aussi un gros enjeu en face avec l'environnement. Donc, on a un réchauffement climatique qui est dû aux gaz à effet de serre et on a un déclin de la biodiversité. Donc, la restauration collective, c'est vraiment un levier qui peut agir dans ce secteur. Céline, s'il te plaît.
Donc voilà, on va vous donner on va pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais au moins vous avez cette base argumentaire et moi je peux après, on peut tous vous aider après dans un second temps. C'est un webinaire pour faire connaissance, mais il faut que vous ayez ça en fait dans votre base argumentaire. Ce sont les trois principaux gaz à effet de serre qui sont de l'alimentation et qui représentent, si on prend tout en fait de la production jusqu'à le traitement des déchets, l'alimentation, c'est presque 40-50% des gaz à effet de serre. Donc le dioxyde de carbone dû au transport, au pétrole, à la déforestation, le méthane dû à l'élevage intensif, les engrais azotés qui sont utilisés que dans l'agriculture conventionnelle et qui est un puissant gaz à effet de serre. Et on voit bien que si on mange local, si on arrête de couper des arbres, on va vraiment diminuer le CO2. Si on mange moins de viande, qu'on diversifie les céréales et légumineuses, on va complètement diminuer le méthane, le CH4. Et si on mange bio, bah là, on n'a carrément plus d'engrais azotés, puissants gaz à effet de serre. Il y a un chiffre aussi qui est quand même assez terrible. Alors, je vous rassure, on n'est pas des pro-végétariens ou des pro-véganes, mais c'est moins mais mieux. Mais il y a quand même un chiffre qui est important à savoir, c'est que 70% des terres sur toute la planète sont utilisées pour l'élevage intensif, en gros pour faire pousser des céréales et des légumineuses pour l'élevage intensif. Et là, je laisse vite la parole à Jean-Jacques. Bonjour à tous, moi je suis Jean-Jacques, je suis cuisinier et formateur à Skik Nourrir l'Avenir au collectif Les Pieds dans le Plat. Je m'amuse à faire des petits dessins comme ça, je vais être rapide hein, parce que je sais que le temps nous est compté. Donc ce sont mes fiches de lecture. Donc là c'est la question de l'enjeu de l'eau. Vous voyez bien que pour produire de la volaille c'est 4000 litres d'eau, pour produire du porc 5000 litres d'eau, par kilo de viande on est bien d'accord. Hein. Et pour du bœuf c'est entre 13 000 et 20 000 litres d'eau par kilo de bœuf. Donc voilà. Et en dessous, il y a un petit schéma qui représente ce que devra être l'assiette de 2050. Donc on voit bien il faudra consommer plus de céréales, plus de légumineuses, vous avez vu les 447% en plus, des oléagineux, bien sûr, plus de légumes, plus de fruits, plus d'huile de très haute qualité, première pression à froid, et 50% en moins de viande, comme disait Isabelle, et de produits laitiers. Et des œufs et le poisson aussi, c'est un gros problème. Donc voilà, s'il y a des questions après, je fais rapide. Hein. Ok, ah bah ça c'est une petite photo pour notre parrain, parce que finalement ça c'est les méfaits directs de l'élevage intensif, hein, les cochons en Bretagne. Donc si notre parrain ne peut plus aller se mettre en maillot de bain sur les plages en Bretagne, c'est à cause des cochons locaux élevés de façon intensive. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élevage intensif, on va mettre énormément de nutriments, on va mettre énormément de médicaments, ça va atterrir dans le circuit de l'eau et ces algues-là adorent tous ces nutriments, elles vont proliférer de façon extraordinaire et c'est un vrai problème sur nos belles côtes bretonnes. On avance. Alors, un tout petit point nutrition. Donc, c'est vrai que nous, on est sur le terrain toujours en binôme cuisinier-diététicien. Je vous parlais de revalorisation des métiers et la diététique, il y a vraiment aussi quelque chose à dépoussiérer. Mais si on revient aux fondamentaux, c'est comme une voiture, hein, un être humain. Si on met pas le bon carburant, mais on va pas aller très loin, très vite. Donc une alimentation suffisante, équilibrée, diversifiée. Il faut vraiment être bien campé avec ça quand vous vous adressez à vos élus. Eh bien, c'est indispensable pour la croissance, le maintien de l'immunité pour pas tomber malade, pour la fertilité, pour un vieillissement réussi et au plaisir de vivre. Donc, si on a un déséquilibre entre cette alimentation saine et une activité physique, eh bien, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM. L'INSERM, c'est quand même notre organisme en France qui est, de par le nombre de publications à l'échelle mondiale, 7e au rang mondial. Il y a un lien direct entre l'alimentation et toutes les maladies, donc les maladies cancer, cardiovasculaires, obésité, ostéoporose. Bien sûr, les maladies métaboliques, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, mais on fait un gros focus aussi maintenant sur tout ce qui est maladies inflammatoires auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, mais pas que, la dépression, les troubles du sommeil, le déclin cognitif. En fait, toutes ces substances délétères nous attaquent et par ailleurs, on a, comme je le disais tout à l'heure, des carences qui nous permettent de pas être en bonne santé.
Donc, en fait, la science s'intéresse de plus en plus à l'impact des aliments ultra transformés. Donc, on a une pauvreté nutritionnelle et des effets délétères des additifs, mais aussi des process de fabrication. On va complètement exploser les matrices originelles des aliments et on va avoir des nouvelles molécules qui vont être synthétisées pendant ces process industriels. La science s'intéresse aussi, bien sûr, aux impacts des pesticides. Alors, la science n'est pas vraiment nos décideurs, vu qu'on voit ce qui se passe dans le paysage législatif. Mais voilà, les pesticides sont vraiment des perturbateurs endocriniens, sont impliqués. Alors, pour les premiers qui utilisent les pesticides, je pense à nos producteurs, les maladies professionnelles sont aujourd'hui bien reconnues, des pathologies neurologiques, des cancers, de la stérilité, des pubertés précoces, des malformations congénitales. Mais les pesticides, il faut le savoir, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens qui sont intimement liés à nos hormones et qui du coup contribuent à l'explosion des cancers hormonaux et à l'obésité. Les plastiques aussi sont des perturbateurs endocriniens. Et puis, la science s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la dysbiose. En fait, c'est une mauvaise santé de notre microbiote, tous ces micro-organismes que nous hébergeons dans nos intestins. Et en fait, la bonne santé du microbiote, eh bien, c'est la bonne santé physique et mentale. Donc, on a quand même une politique de santé publique qui va nous orienter vers des repères nutritionnels vers lesquels on peut aller. Mais là, en fait, le collectif Les Pieds dans le Plat et l'Astic Nourrir l'Avenir, on va dépasser tout ça parce que vous voyez, la politique de santé publique, elle nous dit d'aller vers du bio parce qu'elle est consciente que c'est quand même un élément extrêmement important pour la nutrition. Elle nous dit juste aller vers le bio, la saisonnalité, le local, des bonnes huiles, des poissons gras pour les oméga 3, des céréales non raffinées, donc vraiment des produits bruts, pas de la farine toute blanche, mais de la farine semi-complète, voire complète, des produits laitiers suffisants mais limités. On est revenu alors nos amis, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, ça c'est un message publicitaire. Donc dans les recommandations, on a limité ce nombre de produits laitiers. Bien sûr, il faut augmenter les fruits et légumes, les fibres, les légumes secs, les fruits à coque, qui maintenant ont des groupes vraiment identifiés dans la santé publique, le fait maison, l'activité physique, et réduire la viande rouge et les viandes transformées, le sucre, le gras, le sel, l'alcool et la sédentarité. Du coup, vas-y, un petit focus sur les aliments bio, parce qu'on peut vous dire que les aliments bio n'ont pas de valeur nutritionnelle supérieure aux aliments conventionnels. C'est faux et archi faux. Alors déjà, ils ne présentent pas de résidus de pesticides, ils ont moins de nitrates, ils ont moins de cadmium, qui est un métal toxique dans les céréales. Évidemment, le cahier des charges nous interdit les OGM, mais ils ont un apport considérablement plus élevé en antioxydants dans les végétaux bio, notamment les polyphénols, qui contribuent finalement, ce sont des anticancers. On a plus de matière sèche dans les fruits et les légumes, on n'a pas d'engrais azotés, donc moins d'irrigation, donc on a plus de fibres, de minéraux et de vitamines, et donc on a plus de goût. Les produits laitiers sont plus riches en oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires, et dans les aliments transformés, ça c'est important à savoir, on a que 40, alors je parle pas d'ultra transformés, mais dans les aliments transformés en bio, on a que 45 additifs autorisés contre 300 en conventionnel. Les mangeurs bio, focus, donc là pareil, on a une étude qui est encore en cours. On étudie 70 000 personnes de mangeurs bio et en fait, les conclusions de cette étude sont très très vite arrivées. En 4 ans seulement, on s'est aperçu que les mangeurs bio présentaient 25% de risque de cancer en moins, tout type de cancer confondu. Et les grands mangeurs bio ont 23% de risque en moins d'être en surpoids, 31% de risque en moins de développer une obésité, 35% en moins de développer un diabète de type 2. Ce sont des chercheurs complètement indépendants. Ils ne sont pas payés par des groupes de l'industrie agroalimentaire. Vas-y. Alors, nos menus quand on accompagne des collectivités. Ah non, là, je laisse la parole à Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui, j'ai compris. Rebonjour à tous. Donc, effectivement, donc l'exemple de la Dordogne, peut-être que Jean-Marc pourra en parler, mais en fait, c'est vrai que nous, fort conscients de tous ces enjeux,
on vient dans les cuisines et puis on met en pratique tout ce qui a été dit juste auparavant. Donc bien sûr, 100% fait maison, des produits bio-paysans, ça veut dire des semences paysannes, pardon. Il y a aussi des races à viande qui sont préférées parce que ce sont des races plus rustiques. Euh, Bien sûr, on limite l'ultra-transformation, hein, on fait tout maison au maximum. Des ingrédients non raffinés. Alors les huiles, Isabelle en a pas parlé, mais les huiles sont super importants. Les épices, les aromates, alors ça, et la lactofermentation, ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que on fait beaucoup plus de plats sans viande et pour donner du goût à tous ces plats sans viande, eh ben il faut avoir quelques astuces. Et nous, on a depuis toutes ces années qu'on se rencontre, on a appris les uns des autres et on s'est refilé ces astuces là pour faire des plats qui sont très bons et appréciés par les enfants. Donc voilà. Donc le ratio végétal-animal, c'est la slide qui était le dessin de tout à l'heure le montrait très bien. Donc voilà. Locavore, bien sûr, commerce équitable, semences paysannes, j'en ai parlé, et beaucoup de goût. Donc c'est ce que je dis. On a été formé à plusieurs cuisiniers. On a été formé à la physiologie du goût pour pouvoir faire en sorte que les plats y soient très bons. Donc nous les mangeurs, on a besoin de manger de l'ultra fraîcheur cuisiné au dernier moment pour être en très grande forme. Et pour finir, on ne socialise pas un enfant avec une alimentation ultra transformée et avec une centralisation alimentaire. Merci. Merci Isabelle et merci Jean-Jacques. On vous a donné beaucoup d'informations et c'était important pour nous aussi de vous parler vraiment des enjeux de santé publique et des enjeux de santé environnementale. C'est quand même voilà, il se passe pas mal de choses en ce moment et je vous signale d'ailleurs que la Fondation de l'Académie de médecine vient de sortir un livret blanc sur l'alimentation et auquel vous pouvez vous référer. Je vous mettrai les références aussi à la fin et qui effectivement va complètement dans le sens de ce que nous prônons depuis des années au collectif avec d'autres. Alors bien sûr, vous parents, comme les élus qui sont à la tête des collectivités dont vous dépendez, on se pose tous la question de savoir est-ce que tout cela coûte plus cher? Parce qu'effectivement, tout ça a évidemment un coût, mais mal se nourrir, ça coûte cher. Je vais laisser la parole à Jean-Marc Mouillac et à Céline Cronier qui vont vous expliquer pourquoi non, c'est pas plus cher de bien se nourrir. À vous, les amis. Voilà. Et puis après cette séquence sur les coûts, on vous proposera une petite pause pour souffler, parce qu'on a bien conscience que le rythme est dense et en même temps, c'est important pour nous de faire ce premier tour du sujet. Alors, est-ce que ça coûte plus cher? Comme disait Joey tout à l'heure, on a réussi à nous faire croire que plus c'était industriel, plus on était sur de la production de grandes quantités, moins c'était cher. Et nous, notre enjeu, c'est de montrer qu'en fait, il est possible de faire mieux pour le même prix ou moins cher. Alors, quand on parle de coûts, ça peut paraître un petit peu rude à regarder comme schéma, mais quand on parle de coût, chacun a un peu son idée de qu'est-ce que c'est le coût de la cantine. Alors vous, les parents, vous voyez le coût que vous payez lorsque vos enfants déjeunent à la cantine. En moyenne, en France, c'est 2 ou 3 euros pour les familles, un repas à la cantine. Mais ça n'est que votre contribution au coût global, au prix global de revient de la cantine. Globalement, si on essaie de découper simplement le coût visible de la cantine, évidemment, il y a des coûts administratifs qui sont pris en charge par la collectivité, les coûts d'inscription, lâchés sur le bleu, la gestion des factures, les relances des impayés. Dans certaines mairies, ça peut représenter presque 1 euro. Ensuite, on a le rose qui paraît petit, mais c'est quand même l'essentiel, c'est le coût des denrées. Donc, c'est vraiment le prix de ce qu'on achète comme matière alimentaire. Et le coût de fabrication des repas, là, on est sur les coûts de personnel, donc les gens qui cuisinent. Donc, c'est la grosse partie du coût. Ensuite, on a un coût de distribution des repas, donc c'est le service dans les réfectoires. Et puis, l'encadrement des élèves, qui n'est pas neutre non plus, surtout en maternelle et en primaire, où on a quand même beaucoup de surveillants.
Donc globalement, si on fait des grosses louches, le coût... alors, c'est difficile de faire des moyennes. La Cour des comptes s'y est essayée, l'ADEME aussi, mais comme chaque mairie a sa façon de compter, c'est un peu compliqué. Mais globalement, le coût des denrées, on pourrait être dans les 2 euros. Les coûts de personnel, 3,50 €, ça fait déjà 5,50 € plus les frais administratifs, la maintenance, l'entretien du matériel, tous les coûts d'achat de produits ménagers, tout ça, on rajoute 1 euro, ça fait 6,50 € plus l'entretien des bâtiments, à peu près 7,50 € en dehors du coût d'encadrement des élèves. Et quand on compte ça, on n'a pas encore regardé les externalités, c'est-à-dire le coût de traitement des eaux, des pollutions des sols, les coûts de santé publique. Isabelle parlait tout à l'heure des impacts de la malbouffe. Ça c'est pas compté dans le coût de la cantine, la gestion des déchets, etc. Donc ça, la partie externalité monétarisable ou non monétarisable, personne ne la voit vraiment. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le coût total de la cantine, il est pris en charge un peu par les parents et puis beaucoup par en fait les citoyens, enfin la collectivité locale, c'est-à-dire nous tous. Et puis tout ce qui n'est pas pris en charge par nous tous, en fait, c'est les citoyens au global et la planète qui, euh, qui les prennent en charge. Voilà, c'était un peu pour vous donner les ordres de grandeur et vous montrer que finalement, quand on entend je paye 4 euros pour la cantine, c'est pas cher payé compte tenu de ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, finalement, c'est, les 4 euros sont pas forcément représentatifs de ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, en tout cas pas des aliments qui sont vraiment servis. Voilà. Donc, au collectif Les Pieds dans le Plat, nous avons une grande pratique de la gestion économique des repas, ou en tout cas de la recherche d'économie, qui repose sur beaucoup de bon sens. On en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, lutte contre le gaspillage alimentaire, la capacité à accommoder les restes comme à la maison, acheter de saison et la cuisine de marché, moins de viande et de poisson et plus de céréales et de légumineuses. On en a déjà beaucoup parlé. Des menus à 4 composantes. Finalement, il n'y a qu'au restaurant et à la cantine qu'on mange entrée, plat, fromage et dessert. Donc, pourquoi rester sur des menus à 5, des produits bruts, moins de perte de matière en bio, Isabelle l'a dit tout à l'heure. Quand on, et puis voilà, s'affranchir des dépenses inutiles. C'est vrai que quand on intervient dans des cuisines qui ont des habitudes de cuisine un peu standard, on voit des fonds de sauce, beaucoup de plastique et tout ça, évidemment, ça peut faire des dépenses en moins. Je passe vite parce que ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc, tu nous dises un peu la vraie vie. Avant ça, voilà, vous avez remis un petit tableau, c'est quand même intéressant de voir le coût des protéines. La comparaison des protéines végétales et des protéines animales en euros pour 100 grammes de protéines. Donc, on voit que les alternatives végétariennes sont vraiment une façon efficace aussi de réduire le coût des assiettes. Et puis voilà, ça c'est un menu alléchant qui était un menu de Romainville récent avec un coût de denrée de 2 euros par jour. Je ne sais pas si Isa, tu voulais en dire un mot, mais je pense que le mieux, c'est que Jean-Marc, toi, tu puisses nous raconter ta semaine dernière de cuisine en Dordogne et comment vous maintenez les coûts sur une vraie semaine. Ouais, bonjour à tous. Bon, d'abord, je vais vous dire juste une chose. D'abord, c'est que faut pas penser que la Dordogne, c'est facile. C'est pas plus facile qu'ailleurs. C'est un combat qui a commencé il y a plus de 15 ans et je pense que s'il n'y avait pas eu un exemple sur une première cantine 100% bio de France, on n'y serait pas arrivé. Et puis après, il a fallu un premier collège. Et après ce collège, on nous disait qu'il était trop petit au niveau des repas. Donc, on en a fait un gros de 1000 repas et ainsi de suite. Et, euh, et pour arriver à avoir un petit peu plus euh, qu'on soit un peu plus reconnu nationalement pour qu'on change les choses pour tous ces gamins au pays des droits de l'homme, c'est sûrement Paris, c'est dommage, mais bon, il faut que Paris soit en lumière pour que on soit un peu plus entendu. Il y a une médiatisation énorme quand on est à Paris et quand on est à la campagne, on n'est pas forcément trop entendu, alors que forcément les métropoles et les villes vont revenir dans les campagnes à un moment donné parce que c'est là que sont les terres nourricières. Et si on veut se nourrir, il va bien falloir à un moment donné
se réaccaparer cette autonomie alimentaire sur les territoires. Donc moi, je travaille au conseil départemental, mais je suis au service agriculture. Alors c'était bizarre pour moi au début, parce que quand j'ai quitté ma petite école, on m'a mis au service agriculture, et je trouvais ça passionnant, parce que dans tous les territoires, vous, les citoyens, vous payez des impôts pour payer le RSA, et le RSA, beaucoup de maraîchers, et maintenant c'est l'élevage qui est de plus en plus au RSA, donc beaucoup de gens touchent le RSA, alors que c'est des gens qui nous nourrissent. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire en Dordogne, c'est des menus qui s'adaptent à la saisonnalité, qui s'adaptent au territoire et au lieu d'avoir des sociétés ou des organismes qui se montent pour comment on va lutter pour le gaspillage alimentaire, nous, on essaye de pas le créer, ce gaspillage alimentaire. Donc, on construit des menus qui s'adaptent à la saisonnalité. Donc, du lundi au vendredi, ben, on va essayer d'emboîter les choses. Donc, c'était pour vous donner. Là, je suis sur le collège de Montignac, au pays des droits au pays de l'homme, là-bas, où vous pouvez aller visiter l'ASCO. C'est un potage de légumes, une bolognaise, une salade et une crème grand-mère. Donc là, on est sur le menu végétarien. Moi, je le positionne surtout le lundi, parce que le végétarien, on va pouvoir le décupler sur les autres jours de la semaine plus facilement. Et donc, on va voir que la bolognaise, ben, s'il en reste un petit peu, on va retravailler aussi des pâtes en semi-complet qui sont plus nourrissantes. On en met beaucoup moins, mais l'enfant tient mieux et on le resserre autant de fois qu'il veut. Mais on a quand même réussi à baisser les quantités partout. Et la bolognaise de légumes, eh bien, on va voir qu'elle va s'imbriquer. Ce qui va rester, eh bien, avec en suivant bien sûr tous les protocoles sanitaires, on va l'imbriquer et ça va être la base de notre sauce qui va être dans notre pizza. On va suivre, après on va travailler que des bêtes entières. Nous, dans les 100% fait maison, on va faire en sorte que si on tue un animal, on le mange dans son intégralité. Et on essaye tous les jours de faire une alternative végétarienne pour ceux qui le veulent, mais plus parce que on ne veut pas qu'on nous vole la laïcité vers des endroits obscurs de notre société. On veut que les jeunes citoyens soient le plus près possible de cette laïcité qui permet de vivre ensemble et d'accepter tout le monde avec ses différences. Donc, on cuisine là le poulet entier, on va le décliner sous différentes façons. Donc, le poulet entier, ben, il va être souvent, ça va partir sur un poulet rôti. On va avoir une découpe qui va être juste, qui va permettre de valoriser l'intégralité du poulet. Et donc, excusez-moi, sur les premières semaines, je change pas les quantités des équipes de cuisine pour qu'ils soient rassurés. Et puis comme ça aussi, comme on est quand même aussi coquins, on leur montre que ils en ont commandé souvent beaucoup trop. Et donc après, on décline. Donc après, quand on a fait notre découpe, les carcasses vont partir dans un bouillon qui va être le vermicelle que vous trouvez à la fin. Dans ces carcasses, eh ben, on va les resuivre et on va se rendre compte qu'il nous reste toujours une quantité de viande et une quantité de viande et qui permet de faire. Là, donc là, eh bien, on s'était amusé. On avait baissé la quantité de la blanquette de veau et il nous restait beaucoup de poulet. Et donc, on a fait des nuggets avec voilà, des vrais poulets fermiers en bio. Tu peux rester sur le menu, sinon je saute dans tous les sens. Et donc là, sur le pâté de campagne, c'est pareil. On a travaillé un porc entier la semaine en amont et on a travaillé un pâté de campagne en faisant un porc avec gorge, poitrine et foie et on retrouve de l'autonomie là-dessus et si on supprime totalement les charcuteries industrielles et on fait des charcuteries fait maison. On essaye de pas en mettre trop souvent non plus. Mais on essaye vraiment de travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est que je peux vous raconter sur ces menus? Et après, on fait plaisir aussi parce que c'est quelque chose que, comme nous, depuis plus de 30 ans, on nous a retiré toutes nos compétences culinaires en restauration collective. Nous, au collectif, on se les est réappropriées parce qu'on nous les avait volées, donc nous, on les a repris. Et souvent, on fait une pâtisserie maison parce que la pâtisserie, la totalité des pâtisseries que je vois depuis que je galope les restaurants scolaires, elles sont tout le temps industrielles. Donc, on fait une pâtisserie, c'est-à-dire une pâte. Là, c'était
pâtisserie maison. Là, on a fait une pâte à choux. Après, on l'a décliné, on s'est amusé, on a fait des signes, des petits choux, des petits éclairs, et ainsi de suite. Mais cette pâtisserie maison, elle a aussi pris conscience auprès de nos élus que dedans, eh bien, la farine, nous, on est autonome en Dordogne et il y a beaucoup de territoires sont autonomes en Dordogne, mais font balader la farine un peu partout. On a bien vu que c'était passionnant la farine pendant le confinement, que tout le monde refaisait son pain et ainsi de suite. Après, on est repassé au petit caddie. Mais là, ce moment-là, je veux dire, quand on décline une pâtisserie, on se rend compte comment on fait vivre un territoire et comme d'un seul coup, on peut aussi amener ce dialogue près du politique pour lui faire comprendre que s'il veut être réélu, il va bien falloir qu'il fasse travailler les gens autour de lui. Donc là-dessus, le repas, c'est pas que manger, c'est tout quelque chose, mais c'est quand même très 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 compliqué. Il faut vraiment, c'est pour ça que nous, on essaye de fédérer, de plus être de plus en plus nombreux, parce que c'est collectivement qu'on fait bouger les choses. Quand c'est un rapport de force qu'il faut créer nationalement avec la restauration collective pour pouvoir faire bouger les choses. Individuellement, moi, dans ma petite cantine, ben, je faisais pas bouger grand-chose. Et c'est vraiment toutes les compétences du collectif, de tous ces cuisiniers, quand on s'est remis à se réapproprier ces compétences de cuisine, qui a fait que on n'a posé pas qu'un repas et une assiette, quelque chose, on a posé un acte politique. Et cet acte politique, maintenant, il dépasse ce petit territoire qu'est la Dordogne. La superficie est grande, mais on n'est pas très peuplé. Mais on dépasse ça et ça fait que on fédère et on monte. Et alors, bon, on est monté à Romainville, mais on va monter ailleurs. Alors, le combat continue et soyez lâchez rien, parce que nous, on aurait pu lâcher plein de fois et on n'a pas lâché. Et on a fait beaucoup de bénévolat derrière tout ce que vous entendez depuis le début. Alors voilà. Ben, bon courage à tous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux répondre à une question que pose Florence de Niort pour pouvoir réaliser une cuisine 100% bio? Bon, alors la question a disparu. 100% bio, local et faite maison. Quel est le ratio que vous préconisez par convive de cuisinier? Alors la question c'est cuisinier pour 300 repas, mais combien de cuisiniers pour 300 repas? Mais peu importe, de manière générale. On a créé, sur les collèges de Dordogne, on n'a créé aucun poste. Alors déjà, je vous pose ça comme ça. Mais après, nous, ce qu'on compte, c'est une personne pour 100, deux personnes pour 200, trois personnes pour 300, et ainsi de suite. Mais on ne dépasse pas un certain nombre. Et euh, les cuisines centrales, elles n'ont pas été, vous en parliez beaucoup, c'est totalement différent. Donc, il y a plusieurs restaurations collectives. La cuisine centrale, elle est faite pour être remise en concurrence avec le privé tous les 3 ans ou tous les 5 ans, à chaque mandat d'élu qui a besoin d'argent pour être élu. Donc, je veux dire, là-dessus, c'est très compliqué. Dépasser un nombre de repas, nous, dans le collectif, on considère qu'on ne sait plus faire parce que à un moment donné, c'est plus de la cuisine. D'ailleurs, on appelle ça souvent des chefs de production. C'est des gens qui assemblent des choses. Alors, on peut faire quelques plats, dépasser une grosse quantité, mais comme l'exemple que je vous donnais, la pâtisserie, sur des grosses quantités, c'est totalement impossible. On n'est pas des usines, on cuisine. Merci beaucoup. Est-ce que Céline, tu as terminé les slides que tu voulais montrer? Ce que je voulais juste vous montrer pour terminer sur les coûts et ces cadeaux, on va pas du tout le commenter maintenant, mais vous l'aurez, c'est l'analyse des coûts de la ville de Romainville avant-après. Donc le avant, c'était en mode plat livré par une cuisine centrale, et après, c'est en 100% fait maison, bio et aussi local que possible. Et ce que la ville de Romainville a observé et a documenté et partage largement, c'est que ça leur coûte 1 € de moins à peu près par repas. Donc voilà, chaque situation est particulière, mais en tout cas, pour nous, ça nous paraît quand même des chiffres qui sont encourageants pour les élus qui se posent la question de reprendre, de refaire de la cuisine dans les écoles. Juste, Marine, ce qui est important, là, je veux répondre à Alison, Gif sur Yvette. Sur les compétences, il faut arrêter de parler de ça, des compétences. Les 3 dames qui avaient à Romainville, avec Samuel Moka, Samuel, il est arrivé d'une maison de retraite où il assemblait des choses et les 3 personnes étaient au service général. Donc, on fait juste à cuisiner sainement pour des enfants. Et souvent, je dis, on ne fait pas une fusée pour monter sur la Lune. Donc, je veux dire, les compétences, on peut très, très vite les redonner à beaucoup de gens au niveau des citoyens.
Ouais. Merci Jean-Marc. Alors, il y a peut-être des questions dans le chat. Ce qu'on voulait, Bon, vous avez une liste de questions aussi pour vous, pour votre autodiagnostic, vous le trouverez dans le document. Ce qu'on voulait, c'était, alors on a un tout petit peu dépassé le temps, mais quand même prendre une petite minute de respiration avec vous-même pour vous demander, pour faire le film de la première heure de ce webinaire et vous interroger sur ce que vous avez appris, découvert, ce qui vous a marqué. Et puis après, on sera content d'entendre euh, quelques-uns parmi vous. On a vu qu'il y avait peut-être un groupe de parents enfin, des parents qui étaient regroupés pour nous écouter, si vous avez envie de témoigner. Voilà, juste une petite minute là pour souffler. Vous pouvez nous mettre dans le chat, voilà, quelque chose qui vous ont frappé. Et est-ce que Émilie, Elsa, Monclar, vous avez envie de vous exprimer ou quelqu'un d'autre? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Du coup, je vais prendre la parole puisque ça m'a l'air compliqué par chat. Alors, nous sommes deux mamans de, de Paris. On est nos enfants sont dans un collège. D'ailleurs, Maria, je crois que ton fils est en primaire. Est-ce que tu peux mettre la caméra, Cécile? C'est les caisses des écoles qui gèrent les cantines. Et la caisse des écoles a l'air d'être commune pour maternelle, primaire et collège. Et les cuisines centrales ont l'air d'être réparties par arrondissement. Donc, c'est des cuisines centrales. C'est pas vraiment un groupe scolaire, mais on a maternelle, collège et primaire qui sont réunis avec une cuisine qui réchauffe pour les trois établissements. À savoir qu'il y a eu des travaux il y a 3 ans et ils auraient pu faire une super chouette cuisine dans laquelle on pourrait faire la cuisine. Et aujourd'hui, on nous dit que de toute façon, on pourra jamais gagner notre autonomie parce que cette cuisine construite il y a 3 ans juste pour réchauffer, euh, eh bien, on peut pas y faire la cuisine. En plus, à Paris, donc là, je viens de vérifier, j'ai vu qu'il y avait 4 collèges seulement autonomes en matière de cuisine, en matière de cantine, je veux dire. Et nous, ça nous semble, enfin, on va rencontrer des élus là, parce il y a une vraie problématique cantine, hein. Même le proviseur trouve que c'est absolument dégoûtant. Donc, moi, mes filles, enfin, il y a des midis où elles mangent pas, elles m'expliquent qu'elles mangent du pain. Donc, c'est 4 midis par semaine, mais quand même, quoi. Voilà. Puis, il y a des problèmes de proportion. Et alors, on essaye de faire du bio, ils essayent de faire équilibrer, mais il y a des menus qui sont complètement aberrants, qui s'avèrent ne pas être bons. Bon, bref. Donc, mais ça nous semble être un monstre de s'attaquer. Alors, c'est pas arrondissement, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Donc, on se disait justement avec Maria, l'autre parent qui écoute votre webinaire, peut-être qu'on pourrait prendre rendez-vous avec soit les élus de Romainville, soit les parents de Romainville. Donc voilà, on voudrait savoir, peut-être qu'il faudra qu'on discute plus profondément avec des représentants du collectif, mais ça nous semble un peu presque impossible de s'attaquer à ça. Alors, ben, c'est super, merci pour ta question. Ça fait la parfaite transition avec la séquence suivante, parce que Isa et Marine vont nous parler de mobilisation
euh, citoyenne et de mobilisation des parents. Donc, je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On fait un petit point sur la mobilisation et puis ensuite, on est aussi super heureux de pouvoir entendre notre parrain Olivier avant de clôturer. Donc voilà, Marine, Isabelle. Ah bah c'est Isabelle toute seule. Et Isabelle qui va justement vous parler de sa propre expérience de maman qui s'est mobilisée pour la cuisine de ses enfants à Romainville dans un second temps et qui va vous expliquer, qui va essayer de répondre à pas mal de questions qui sont en train de tourner sur le chat sur, OK, maintenant, on a toutes ces informations, on sait que c'est possible, vous nous faites la démonstration à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une agglomération. Et maintenant, nous, comment on fait? Voilà. Isabelle, c'est à toi. Merci. Merci. Ouais, du coup, Romainville, c'est vraiment l'initiative citoyenne qui est à l'origine du projet. Je vous donne juste je vous dis juste un mot sur moi en fait. Voilà, moi j'étais comme vous, une maman vraiment indignée, très en colère de ce qui était proposé à mes enfants. On met un enfant au monde, on veut le meilleur qui soit pour lui, et quand il arrive en collectivité, on est vraiment en état de choc par rapport à tout ça. Du coup, on a fondé, j'habitais au Lila à l'époque, un collectif qui s'appelle Pas d'usine en cuisine. Donc, vous avez la première photo en haut à gauche, ça commence à dater, il y a plus de 10 ans. À Romainville, après, c'est quand j'ai déménagé. En fait, cette indignation a été tellement forte pour moi que j'en ai fait une reconversion professionnelle et je suis devenue diététicienne. Avant, j'étais dans les hôpitaux de Paris, laborantine, dans des labos d'urgence la nuit. Du coup, voilà, maintenant je suis diététicienne et quand j'ai rencontré le collectif Les Pieds dans le Plat, ça a été un vrai choc parce que j'étais pas toute seule à lutter pour mettre du bon sens dans les cantines et c'était complètement pas foufou de mener ce combat. Donc grosse rencontre explosive. Du coup, deux types de cuisine centrale dans mes deux histoires. Au Lila, une cuisine centrale avec une société de restauration collective privée. Et après, j'arrive à Romainville et c'est une société, c'est une cuisine centrale aussi, mais publique puisque c'est un syndicat intercommunal le plus gros de France, avec 19 villes adhérentes et donc 42 000 repas par jour posés en barquettes plastiques sur les tables des enfants. Vas-y. Du coup, très vite, voilà, moi c'est mon témoignage de collectif de parents. Donc créer un collectif, c'est hyper important. Si vous n'avez pas, vous adhérez probablement à des fédérations de parents d'élèves, mais qui ne répondent pas toujours à vos questions et qui ne sont peut-être pas toujours sensibilisés à ces questions et qui des fois peuvent être des freins à ces questions. Donc c'est important d'avoir un collectif et tout à l'heure, on s'est retrouvé dans une salle à 4 avec un monsieur qui est parti d'un collectif aussi et qui maintenant a une association. Parce que un collectif, c'est aussi un groupe de gens où on trouve des personnes qui sont soit sans enfants, soit des grands-parents, mais qui sont complètement sensibilisés à toutes ces thématiques de politique alimentaire de territoire. Le syndicat intercommunal de Romainville, c'est 42 000 barquettes plastiques par jour. Ces barquettes, quand on les met les unes au-dessus des autres, elles atteignent la hauteur de l'Arche de la Défense par jour. Du coup, quand vous êtes un citoyen qui habite sur ce territoire, vous êtes aussi quand même, vous considérez cette information parce que ça fait partie de votre politique alimentaire de territoire. Donc moi, je conseille de fédérer un maximum de gens avec vous. Il faut être hyper nombreux. Alors, un noyau dur, c'est important de personnes qui vont vraiment s'engager à vos côtés parce que c'est un vrai boulot et c'est chronophage, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi très sympa de passer des nuits à écrire des tracts ensemble et à boire des coups et à construire une politique vertueuse pour sa commune et pour tous les enfants. Et puis, il y a tout un tas d'autres gens qui peuvent vous rejoindre. Moi, ce que je faisais, c'est que je laissais une grande feuille où les gens pouvaient laisser leur adresse mail. Vous inscrivez votre adresse mail dans cette colonne, ça veut dire que vous voulez faire partir du noyau dur et vous voulez vous engager. Ou alors, vous inscrivez votre adresse mail dans l'autre colonne et là, vous voulez juste être tenu au courant ou donner un petit coup de main de temps en temps pour faire des photocopies, des choses, voilà.
Donc il faut faire des comptes rendus, il faut faire des réunions régulières, c'est un vrai job à plein temps. Comme vous l'a dit tout à l'heure Serge et Jennifer, il faut ne pas hésiter à mettre tous ces sujets à l'ordre du jour de tous les conseils d'école. C'est quand même bien le lieu où vous pouvez en parler, même si on vous dit le contraire. Si vous n'avez pas de commissions qui existent, il faut les créer et mettre la pression pour qu'elles existent. Et une fois qu'on a ces commissions, eh bien, il faut qu'on ait des ordres du jour très cohérents, parce que rien ne sert qu'on vous fasse des PowerPoint en vous disant c'est bien joli, on fait du fait maison et tout. En fait, voilà, il faut vraiment que vous ayez la parole sur ces commissions et que vous ayez réponse à vos questions précisément. Moi, je conseille vraiment d'instaurer un dialogue de concertation. La fronde, ça n'est pas constructif. La colère peut venir après si vraiment on vous prend pour des autres, voilà. Mais il faut d'abord tisser un dialogue de concertation le plus diplomate possible. Il faut identifier vos interlocuteurs principaux au niveau de vos instances, mais n'hésitez pas non plus à aller taper aux portes des alliés. Moi, je pense par exemple vous pouvez avoir un chef de restauration scolaire dans votre municipalité qui ne vous écoute pas. Allez taper à la porte du maire adjoint écologie, environnement. Normalement, il devrait avoir son mot à dire dans ce projet. Donc après, il faut se mettre au boulot, il faut faire un vrai travail d'analyse, donc soit sur le cahier des charges qui lie la municipalité à la société de restauration collective privée et essayer d'en améliorer le degré d'exigence, soit avoir un œil, par exemple, sur les marchés publics. Je prends l'exemple du syndicat intercommunal. Quand j'ai regardé les marchés publics, sur la durée de 48 mois, eh bien, ils dépensaient 1 200 000 euros en plastique et 400 000 euros en fruits et légumes frais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez choquant qui vous permet aussi d'argumenter de façon claire. Il faut faire un travail d'investigation sur les dangers de l'industrie agroalimentaire. On en a parlé tout à l'heure, la santé, l'environnement, les impacts sociaux. Il faut pas hésiter à aller enquêter auprès des régies, des professionnels engagés pour étudier vraiment les bonnes pratiques qui sont faites et après vous pouvez vous appuyer sur ces bonnes pratiques pour argumenter auprès de vos interlocuteurs. En général, c'est comme on fait là ce matin, toutes ces personnes-là qui sont hyper engagées sont très généreuses et n'hésitent pas à partager leurs bonnes pratiques. Et puis il faut connaître les principales lois et réglementations, je vais vous en dire un petit mot juste après. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on peut aller déjeuner à la cantine. Alors il y a beaucoup de parents qui disent ah ben moi on m'interdit d'aller déjeuner à la cantine, on m'interdit d'aller visiter les cuisines. Ça il faut vraiment là pour le coup c'est quelque chose qui est pas du tout démocratique et ce qui peut après donner suite à une pétition avec des outils un petit peu plus frondeurs pour pouvoir accès à ça. Et une fois qu'en fait qu'on peut déjeuner et qu'on peut visiter les cuisines, il faut vraiment apprécier réellement l'offre alimentaire et ne pas tomber dans le piège d'une communication bien huilée qui vous enfume. Est-ce que cette cuisine permet le travail des légumes bruts? Est-ce que je peux voir l'étiquette des produits? Est-ce que je peux savoir l'origine des aliments? Est-ce que il y a du plastique? Combien ça coûte à cette collectivité? Je prends des photos, je fais des comptes rendus. Je dois obtenir de la transparence. Je vais vous donner un petit outil tout à l'heure pour faire une lettre et avoir accès à ces documents publics. Vous devez avoir de la visibilité, être présent sur les réseaux sociaux, faire des tracts, partout être présent sur les événements, les brocantes, avoir des stands. Attention à ne pas être trop dans la colère, je le répète. Au Lila, on avait organisé une journée citoyenne de la transition avec des partenaires. On avait organisé une très belle journée avec des conférenciers, avec un village sur l'alimentation, un village sur les énergies, un village sur la mobilité douce. Et là, eh bien, on était force de proposition auprès de nos élus pour imaginer une ville autrement avec des outils en application. Vous pouvez organiser des soirées, films, débats. On peut venir pour animer ces soirées, pour animer les débats, les tables rondes. Et si vous avez un petit peu de sous, les cuisiniers des pieds dans le plat peuvent venir fabriquer quelques plats qui sont la démonstration de recettes qu'on peut faire en restauration collective à 2 euros coût matière. Ça marche super bien. Donc voilà, on peut se revoir après si vous êtes intéressé par ça. Écrivez un manifeste, un plaidoyer. Une fois que vous êtes bien au clair avec vos connaissances, vous
vous hiérarchisez vos revendications qui après peuvent apparaître dans une pétition si besoin. Lettre au ministère de la Santé si c'est la cata, ça nous est arrivé de le faire. Et la période idéale pour vous pour agir, c'est bien la période de la campagne municipale, où là, vous pouvez écrire une charte à destination de tous les candidats. En gros, on veut plus de brut, on veut plus de bio, on veut plus, on veut moins d'aliments transformés. En gros, on va voter pour vous si vous vous engagez à mettre ça sur votre programme et si vous l'appliquez. Alors, quelques photos horribles, j'en ai des tonnes des photos comme ça, et j'espère vraiment que vous n'avez pas les mêmes photos que moi pour vos enfants, parce que voilà, c'est ça la vraie vie des cuisines centrales. La slide d'après. Ça, c'est des fiches techniques. Donc là, on peut reconnaître ce qu'est un aliment ultra transformé. En 2 mots, un aliment ultra transformé, c'est plus de 5 ingrédients. Je n'arrive pas à comprendre ce que sont ces ingrédients. Voilà, ça c'est en gros, vous avez un très bel exemple là de brandade de morue avec du sirop de glucose et tout un tas de poudre de perlimpinpin. Quand on cuisine les cuisines, quand on visite les cuisines centrales, là, vous pouvez voir, enfin, moi, j'ai vu dans la cuisine centrale 42 000 repas par jour. Ma première visite, j'ai vu des petits morceaux de poulet qui venaient du Brésil. J'ai vu aussi des pommes qui venaient de Nouvelle-Zélande, alors qu'on était en octobre en France. Donc, vous imaginez, voilà. Slide suivante. La transparence. Donc, ça, c'est un petit tableau. Donc, en fait, la réglementation. On a l'arrêté du 30 septembre 2011 qui nous fixe une fréquence des plats sur 20 repas consécutifs. On a la loi Egalim et on a la loi Climat Résilience. Là, je vous ai fait un petit tableau que vous aurez qui résume un petit peu les objectifs de la loi. Déjà, quand on est parent, est-ce que le restaurant scolaire de mon enfant répond à ces obligations? Donc ça, vous pourrez le regarder. Mais ce qui est encadré en rouge, en fait, c'est la transparence. Parce que vous avez tout à fait le droit d'avoir des informations. En fait, vous devez connaître, la collectivité doit vous transmettre une fois par an la part des achats labels de qualité des produits dits durables. Et l'affichage doit être permanent dans le restaurant scolaire. La slide suivante. Ça, c'est les produits dits durables qui sont présents dans la loi Egalim. Donc, en fait, on a tout un tas de labels qui sont prévus dans les achats, dans les 50% de produits durables. Mais la slide suivante, il faut que vous preniez beaucoup de recul là-dessus. En fait, je vous conseille de regarder le site Bioconsommateur, où vous pouvez voir les cahiers des charges des labels. Parce que nous, on est en 100% bio. Vous pouvez voir que le label HVE est dans la loi Egalim dans les achats, mais en fait, ce label ne garantit pas du tout la protection du vivant. Il n'y a pas de contrôle, c'est juste, voilà. Du coup, nous, on est en 100% bio. Slide suivante. Ça, c'est un petit outil. Si vous avez du mal, au bout de plusieurs mois, parce que ça m'est arrivé d'obtenir les fiches techniques, la liste des ingrédients, le cahier des charges. Vous faites un beau courrier et vous citez l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, conformément à l'article R du Code des relations entre le public et l'administration. Vous devez avoir accès. Ce sont des documents administratifs. Et vous pouvez menacer la collectivité que si vous n'avez pas accès à ces documents administratifs sous un délai d'1 mois, 2 mois, eh bien, vous pouvez saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Et n'hésitez pas non plus à citer le règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. Vous avez le droit d'avoir ces informations. Slide suivante. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, que ne perdez pas trop de temps et d'énergie à essayer de convaincre des gens qui sont vraiment biosceptiques et qui ne vous suivront pas dans le travail. Fédérez des gens dans les AMAP, dans tous vos réseaux bio, et le poids des gens, le nombre des gens est plus important que d'essayer de convaincre des biosceptiques, et après ils viendront avec vous par la suite. Et autre chose hyper importante, ne perdez pas du temps à essayer de transformer une cuisine centrale pour qu'elle soit plus vertueuse en fait. La cuisine centrale de grande taille
ne coche aucune case de la transition vis-à-vis de la santé, vis-à-vis des métiers, vis-à-vis de l'environnement. On ne peut pas transformer une grosse cuisine centrale. Voilà ce que je voulais vous dire hyper rapidement. J'espère que j'ai pas explosé le truc. Merci beaucoup Isabelle. Et ça coupe beaucoup de questions, recoupe pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. J'en ai noté quelques-unes juste pour vous faire un petit point sur le temps. Effectivement, on est un petit peu en retard sur ce qu'on avait prévu. J'espère que vous nous en excuserez. Il y aura un replay un peu raccourci qui vous sera proposé. Je vais vous citer une ou deux questions. On essaye d'y répondre collectivement assez rapidement et ensuite on laissera la parole à Olivier Rollinger, notre parrain. Il y a une question qui est posée, c'est par rapport à la viande, sur le fait que un certain nombre d'enfants, c'est leur seul repas, qu'à la maison, ils n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Donc ça, c'est la première question. Donc, quel peut-on répondre, par exemple, à des élus qui peuvent poser ça comme argument pour ne pas végétaliser ou juste dans la limite de la loi les assiettes. Sur le bio, quelqu'un demande encore problème de traiter avec plein d'interlocuteurs, chaque agriculteur, donc la difficulté d'approvisionnement régulier, l'assurance d'avoir les quantités en avance. Donc en gros, dans nos exemples, comment sont gérées les commandes? Est-ce que c'est le cuistot qui est en charge? Et enfin, une dernière question sur comment communiquer sur l'existence du collectif. Une maman qui est à Paris dans le 20e et c'est dur de mobiliser les parents. Voilà, mais ça, Isabelle, tu as déjà commencé à y répondre. Donc déjà peut-être sur le fait, sur la viande dans les menus et le seul vrai repas de la journée. Comment on fait? Bah, qui se sent parmi nous de répondre à Ouais, ça? moi, ça me touche beaucoup. Moi, mes enfants mangent plus, mais j'ai des petits-enfants et bien sûr, 40% d'apport, et puis quand on va dans des quartiers, des régions où ils sont en difficulté, beaucoup de familles, mais cette société, elle marche sur la tête. Il y a 8 millions de gens sous l'aide alimentaire, alors forcément, mais nous, on prône pas des plats végés, on prône des morceaux de viande de très haute qualité et pas toujours des morceaux de deuxième catégorie qui sont en permanence dans la restauration collective. Donc là-dessus, c'est rassuré. Même Romainville fait venir des producteurs de viande avec une viande de très haute qualité. Donc je veux dire, voilà. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une alternative qui soit proposée tous les jours. Et le but de vous répondre à tous, c'est aussi d'avoir de l'espoir et je sais pas, qu'on se rejoigne tous un jour et qu'on se fédère tous ensemble. Parce que quand on est chacun dans notre coin, on n'est pas, c'est compliqué. Plus on sera fédéré, plus on sera un grand collectif national pour défendre une alimentation saine au pays des droits de l'homme, plus on va faire bouger les choses. Le but, c'est ça, c'est d'être le plus grand nombre, quoi. Merci Jean-Marc. J'aimerais bien préciser quelque chose. Là, je vois des questions dans le chat sur on ne peut pas transformer une cuisine centrale, du coup, qu'est-ce qu'on propose, etc. Je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Nous, on ne dit pas que toutes les collectivités qui ont une cuisine centrale, bon, bah, tant pis pour elles, on peut rien faire, démerdez-vous. Évidemment, une cuisine centrale, c'est beaucoup d'investissement, c'est des millions d'euros. Donc, une collectivité peut pas juste dire, eh ben, tant pis, on change tout, on l'utilise pas, etc. Du coup, nous, on accompagne à la décentralisation, c'est-à-dire que, comme Romainville, donc, on fait une étude de faisabilité pour calculer combien ça coûterait de décentraliser, dans combien de temps on peut le faire, etc. Et on propose un accompagnement global pour faire ça. L'idée, c'est de décentraliser, de favoriser au mieux la décentralisation. Et on sait que c'est possible et que c'est pas plus cher, on l'a fait en ville, etc. Peut-être revenir sur cette histoire de viande vite fait. Quelqu'un cite qu'un tiers des enfants fréquentant la restauration des écoles, pour eux, le repas de midi est le seul repas complet de la journée. Repas complet ne peut pas forcément dire repas avec viande. Je pense qu'il a été démontré tant et tant de fois que des protéines végétales euh, pouvaient être et sont considérées comme aussi nutritives que des protéines animales. C'est plutôt Isabelle qui peut répondre. Mais repas complet ne veut pas dire repas forcément avec viande. Et ça, c'est un poncif qu'on entend de manière
exaspérante en fait. Tu veux compléter, Isabelle, peut-être? Ouais, mais ça fait partie de notre accompagnement en fait. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des idées reçues sur le fait que si on a une alimentation à tendance végétale, les convives vont être carencés, ils vont manquer de protéines. Et ça, il faut vraiment se rassurer là-dessus. Des protéines, il y en a tout au long de la journée en quantité suffisante. Et de toute façon, dans cette composition des menus obligatoires en restauration collective, il y a de toute façon la présence d'un produit laitier, par exemple. Donc vraiment, il faut être tout à fait rassuré. On va ne pas manquer du tout de protéines. Et puis, dans cette alimentation végétale, on a évidemment les protéines végétales qui sont tout à fait efficaces pour couvrir les besoins. Une dernière question, je vous propose juste sur la question des approvisionnements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cantines qui sont approvisionnées par un gros fournisseur qui amène tout à l'arrière de la cuisine. Versus un autre modèle beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus relié aux collectivités. Jennifer, qui a pris la parole tout à l'heure, par exemple, aide les collectivités à monter un cahier des charges qui va permettre aussi de contractualiser directement avec des producteurs de manière beaucoup plus décentralisée. Ça se travaille en fait, tout ça. C'est pas, ça tombe pas du ciel, effectivement. Il s'agit de changer des façons de travailler qui ont fini par nous faire croire qu'il n'y avait qu'un modèle, c'est-à-dire l'hypercentralisation aux mains de quelques gros fournisseurs. Mais c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez nous du collectif Les Pieds dans le Plat qui veut compléter? Plus on est nombreux, plus on est unis et plus on est fort. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas seul dans votre coin, fédérez des gens autour de vous, mais rejoignez le collectif tout simplement. Et là, vous serez accompagné par des tas de gens qui ont déjà vécu la plupart des problèmes auxquels vous avez été confrontés ou auxquels vous serez confrontés localement. Eh bien, parmi nous, il y a des gens qui ont trouvé des solutions. Alors ensuite, ça sera à vous d'inventer les solutions sur place. Et vous ne serez pas seul. Rejoignez-nous et puis tous ensemble, on sera plus forts. Voilà. Il est J'insiste 11h52. aussi là-dessus, Pardon. juste pour redire ça, parce que dans l'histoire du collectif, alors moi j'étais pas là au tout départ, mais je sais comment ça s'est passé. Enfin, j'ai entendu beaucoup d'histoires et c'est toujours comme ça. C'est vraiment la force du collectif qui fait qu'il y a eu tout ça qui a été possible, quoi. Et bien sûr, batailler tout seul dans son coin, on peut perdre la foi, on peut se décourager, mais à chaque fois, on se retrouve en collectif 3, 4 fois par an, et là, on recharge les batteries pour 3, 4 mois et on y va, on est motivé, quoi. Donc, vraiment, rejoignez le collectif, on va faire des choses utiles, bien, et en plus, on va passer des super moments, quoi. Merci, Joey. Olivier Rollinger, es-tu là? Olivier? Ah. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, j'imagine que vous avez un petit peu tous la tête farcie parce que effectivement énormément d'informations passionnantes. Moi, vous dire simplement pourquoi j'ai accepté de parrainer ce collectif. Lorsque je suis devenu grand-père pour la première fois, j'ai souhaité écrire un livre qui s'appelle La Révolution délicieuse. Et à la suite de ce livre, j'ai reçu énormément de témoignages, d'informations, de collectifs, de, d'associations, d'ONG. Et le collectif Les Pieds dans le Plat m'a particulièrement touché parce que ce ne sont pas des gens simplement qui disent, mais qui font. Qui font avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction, beaucoup de bénévolat. Euh, et, euh, et leurs résultats sont là, sont présents. Ils étaient présents en Dordogne, aujourd'hui ils sont présents à Romainville. Ce sont des hommes et des femmes d'horizons différents. Évidemment des cuisinières, des cuisiniers, diététiciens, nutritionnistes. Mais au-delà, euh, des personnes euh, qui veulent faire du bien simplement et qui aiment les gens. Et quelle plus belle mission que de vouloir bien nourrir nos enfants. Vous avez
vous l'avez déjà précisé, mais il faut avoir en tête que l'industrie agroalimentaire a voulu s'approprier l'alimentation du monde. Et même en France, elle a réussi. Euh, et que, évidemment, dans les cantines, eh bien, se passe le premier formatage pour les enfants de se nourrir euh, de cette alimentation provenant de l'industrie. Alors, au nom d'économie, au nom de facilité, de pas finalement de recruter des cuisiniers, la facilité de pas transformer, la facilité, on a dit on confie ça au privé. Et le privé, évidemment, pour faire le maximum d'économies, est en cheville étroite avec l'industrie agroalimentaire. Donc, afin de recasser ce système, ben, il nous appartient, et là d'une manière transgénérationnelle, parce que transsociale, j'allais dire, de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais surtout avec les autres à travers l'alimentation. Et là, les enjeux sont importants, on l'a dit, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux culturels et, in fine, les enjeux de santé publique. Et là, on a vraiment le sentiment que on peut jouer sur cette clé tellement importante que de bien nourrir nos enfants. Et là, j'ai envie de redire, mais vous l'avez déjà dit, parce que vous avez déjà dit plein de choses, mais ce qu'il y a c'est cette cuisine qui fait du bien à celles et ceux qui la font, qui fait du bien évidemment aux enfants, qui fait du bien l'ensemble de la collectivité locale. Je pense en particulier à nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos maraîchers. Et une cuisine qui fait du bien à la planète, une cuisine qui fait du bien à l'esprit, parce que tout d'un coup, on est dans ce monde aujourd'hui, on voit tellement de choses où on est un peu découragé de la politique, et puis de voir tous ces horreurs du monde. Est-ce que finalement, c'est pas une jolie voie, un chemin de cœur que de vouloir d'avoir cette volonté de bien nourrir nos enfants? Ça va bien au-delà de. Alors méfions-nous aussi de l'industrie qui aujourd'hui, au nom du bio, est capable même d'une cuisine 100% végétale, ce qui est évidemment pas notre démarche, mais qui est capable de nous transformer et de rendre les choses beaucoup plus faciles afin de rester dans ce modèle industriel et pas du fait maison, et pas du 100% bio, et pas allez, peut-être pas, évidemment, lorsqu'on est en Île-de-France, pas 100% local, mais au moins à 80% local. Ça veut dire que cette démarche, elle va au-delà de dire simplement de faire du bio, mais c'est une dimension humaniste, moi, qui me touche énormément. Alors évidemment, les politiques aujourd'hui, quel qu'ils soient, un maire, une maire, un président de conseil général, président de région, quelle que soit sa couleur politique, demain, il faudra lui dire, écoutez, nous, est-ce que si vous mettez en priorité dans votre programme que les enfants de votre commune, de votre département ou de votre région, quelle importance vous accordez à cet enjeu crucial? Et puis, la deuxième chose, j'y pensais en vous écoutant, mais allez donc voir le cuisinier ou le restaurant que vous aimez bien dans votre quartier, dans votre ville, et ce cuisinier, vous savez, moi j'ai cuisiné, j'ai 3 étoiles Michelin, et j'étais un peu dans cette espèce de galaxie des étoiles et d'une gastronomie. Je pense que la gastronomie doit commencer avant tout à la maternelle. Je m'en suis rendu compte probablement trop tard. Mais en tous les cas, je tiens vraiment à apporter mon concours, mon petit galet breton pour que les choses aillent mieux dans ce sens. Mais allez donc voir ce restaurateur que vous aimez bien dans votre quartier, qui a peut-être aussi ses enfants dans la même école que la vôtre. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Est-ce qu'il ne commet pas la même erreur que j'ai pu commettre pendant près de 30 ans, de ne pas m'occuper de la cantine de mes enfants? Voilà. Et donc, je ne me suis pas occupé de la cantine de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'occuper de la cantine de mes petits-enfants, mais en tous les cas, les uns et les autres, je pense que c'est une véritable démarche. Et je pense que cette prise de conscience alimentaire, c'est beaucoup d'espoir. D'abord, d'être ensemble simplement ce matin par rapport à cette prise de conscience. Donc, beaucoup d'entre vous, vous l'avez dit, ne restons pas seuls dans notre coin. Ce collectif Les Pieds dans le Plat peut vous apporter énormément. Venez nous rejoindre. C'est une formidable dynamique et ils sont puissants, ils sont très riches, ils sont très influents, tous ces lobbyistes, mais nous sommes très nombreux et nous serons de plus en plus nombreux. Donc
Donc, c'est qu'une question de temps. Nous y arriverons. Merci, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Olivier. Merci vraiment d'avoir été présent et pour tes mots. Effectivement, ce webinaire, il faut le voir comme une première étape sur un chemin où vous n'êtes pas seul du tout. Les questions que vous vous posez, ben, on se les est tous posées et on continue à se les poser. Aujourd'hui, nous sommes une petite association, mais on a des grandes ambitions pour l'alimentation de tous et toutes, humainement, socialement, au plan environnemental aussi. Et c'est pour ça que nous avons créé cette SKIC Nourrir l'avenir pour accompagner les collectivités dans leur démarche. Mais on a aussi envie de vous accompagner, vous les parents, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin qui est fort. Alors, bon, bah, on va se séparer là incessamment. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez passé surtout un moment instructif et qui vous a donné envie de continuer à mettre en œuvre et à changer ce qui vous paraît absolument insupportable dans les cuisines de vos enfants. Pour la suite, je vous invite, on a vos adresses email, on va continuer à vous écrire, on va mettre des choses en ligne sur le site et vous faire des propositions. Donc, restez connectés au collectif Nourrir l'avenir. Vous pouvez adhérer. Si vous avez envie de soutenir nos actions, vous pouvez faire un don. En ce moment, il y a une campagne de dons qui est en cours. Et puis moi j'ai envie de vous dire à bientôt parce que maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez plus trop comme nous, ça a été le cas pour nous, continuer à détourner le regard comme le font malheureusement beaucoup trop de gens. Mais voilà, je pense que c'est pas votre cas et on va pouvoir continuer ensemble sur ce chemin du bien manger et du vivre ensemble. Merci beaucoup à tous. Si quelqu'un du collectif a encore quelque chose à rajouter, vous êtes évidemment les bienvenus. À table.